Avec la rentrée des classes, je suis sûr que vous avez déjà commencé à élaborer des préjugés sur vos petits camarades de classe. Il y a toujours celui qui ressemble au premier de la classe et qui au final se révèle être un gros fouteur de merde, et puis il y a celui qui ressemble au fouteur de merde mais qui au final a 18 de moyenne. Et bah l'Eurobasket, c'est un peu pareil. Ce sont ces joueurs lambda en NBA qui savent se transcender avec leur nation et qui affichent des choses bien supérieures à ce qu'ils ont l'habitude de montrer outre-Atlantique. Après tout, c'est aussi ça la beauté du basket international. Defended by Simmons. Is this the dagger? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Aujourd'hui, petit focus sur ces joueurs NBA pas forcément dominants mais qui brillent sur cette Eurobasket. Pour m'épauler dans cette tâche, je vous ai dégoté deux ailiers toujours prêts à courir en transition, dévoués au collectif et solidaires en défense. Teddy Perez et Benjamin Moubèche sont avec nous. Salut messieurs. Salut les gars. Ça pas vous, comme on dit. Hein. Faut apprendre le Oh non, slovène maintenant. il l'a fait, il l'a Le fait. slovène, pas facile à apprendre, les gars. Le slovène, je vous mets au défi de l'apprendre avant la fin de cette émission. Bonne chance. Les gars, aujourd'hui, on va se pencher sur ces joueurs NBA qui dominent l'Eurobasket sans forcément être trop dominants outre-Atlantique. Alors forcément, quand on parle de joueurs NBA à l'Eurobasket, on pense tout de suite à Luka Doncic, à Giannis Antetokounmpo qui survolent la compétition, mais on s'y attendait. Mais les gars, vous m'avez sélectionné quelques petits joueurs dont on n'attendait pas forcément des performances de ce niveau-là. Teddy, je commence par toi. Qui sont justement ces joueurs que tu as choisis? Ouais, alors on n'attendait pas où justement on les oublie et c'est un petit peu dommage parce qu'évidemment il y a les grandes équipes, la Grèce, la Serbie, t'as pas forcément c'était Jokic mais bon un J'ai WMVP oublié Nikola NBA. Jokic, pardon, c'est On le savait aussi qu'il allait être bien présent et évidemment Luka Doncic pour terminer cette triade. Et puis il y a toutes ces nations en fait qui sont toujours très fortes au niveau européen, au niveau FIBA, qui ont évidemment beaucoup de joueurs d'Euroleague et aussi quelques gars qui jouent en NBA et qui reviennent jouer dans leur sélection. Alors on a l'habitude avec la France, mais peut-être un peu moins et on scrute et on les oublie, c'est ça, on scrute un petit peu moins les autres joueurs. Moi j'avais envie de parler forcément de la Turquie qui et s'est aussi qualifiée avec peut-être un peu plus de mal pour les phases finales de l'Euro, avec quand même trois joueurs NBA. Alors bon, il y a Alperen Sengun qui est évidemment sur le début de sa carrière NBA, mais c'est plutôt aussi pour parler de Sedi Osman ou encore Furkan Korkmaz, deux joueurs qui ont plutôt des joueurs voilà, des role players en NBA et qui sont voilà, les franchise players, si on peut dire ça, de leur sélection et qui sont à tour de rôle capables voilà, de prendre la gonfle et puis de mettre leur vingtaine de points. Et ça, c'est évidemment quelque chose dont on oublie. J'avais aussi l'exemple de Dennis Schroeder. Ben nous parlera de ses exemples, mais Dennis Schroeder qui est depuis quelques années, dès qu'il revient en sélection allemande, c'est un autre homme, c'est un autre joueur. C'est pas du tout, c'est pas du tout le joueur de NBA où on se moque pour pour ses erreurs de contrat ou pour ses rôles en deçà de ce que lui il prétend être en NBA. Mais par contre, quand il est avec la Mannschaft, bah, c'est vraiment un métronome, un maître à jouer, qui sait bien servir ses partenaires, ses coéquipiers, qui sait aussi prendre le match à son compte et faire les belles actions spectaculaires qu'il n'a pas forcément l'occasion de faire en NBA. Et c'est évidemment des joueurs qui font aujourd'hui que leur équipe et leur sélection est favorite de la compétition. On voit l'Allemagne qui a fait un quasi sans faute chez elle. On voit, donc j'ai parlé de la Turquie, on pourrait parler même de la Croatie avec Bojan Bogdanovic qui fait aussi un très bel Euro et qui est sur deux perfs à plus de 27 points et qui qualifie aussi lui aussi son équipe pour les phases finales. C'est plein de joueurs comme ça des role players, je le redis, en NBA, mais des vrais gars très très importants, les meilleurs joueurs en fait de leur pays tout simplement. C'est clair que pour Dennis Schroeder, bon, on avait eu l'habitude à ce qu'il sorte quelques très bonnes saisons NBA. Il avait été notamment candidat sixième homme il y a 3 ans, il me semble. Mais c'est clair que depuis une saison ou deux, c'est plus compliqué pour lui. En tout cas, très séduit par ce début de compétition de Dennis Schroeder. Benjamin, je me tourne vers toi. Maintenant, tu vas nous dévoiler un peu les joueurs que tu as choisis. Il me semble que tu es parti sur un Israélien et un Finlandais. Exactement. Mon Israélien, c'est Deni Avdija, pour le coup. C'est un joueur qui, en NBA, bon, est arrivé il n'y a pas très longtemps. On était très chaud sur sa draft, mais c'est pas un top player aujourd'hui en NBA. En revanche, avec la sélection israélienne, c'est clairement le meilleur joueur de la sélection. C'est un joueur qui joue 33 minutes par match pour environ 15 points, 8 rebonds et 5 passes. Donc, c'est des stats assez énormes.
Et en fait, il fait preuve d'une polyvalence qui est vraiment très remarquée avec son équipe d'Israël, parce que c'est un joueur qui défend bien, c'est un joueur qui passe bien le ballon, qui est au rebond, qui sait scorer. Et on l'a vu surtout en ouverture du tournoi face à la Finlande de Lauri Markkanen, je parlerai un petit peu après, claqué 23 points et 15 rebonds. Ensuite, 21 points face aux Pays-Bas. Et ensuite, c'était plus compliqué. Par exemple, 3 points en 28 minutes face à la Pologne, c'est une performance à effacer. C'est un joueur qui est encore jeune. C'est un joueur qui, en NBA, ne dépasse pas la dizaine de points. Mais clairement, quand il se met à jouer et qu'il est concentré dans cet Eurobasket, c'est un joueur très intéressant. Et notamment grâce à lui, Israël a fait plutôt un bon tournoi d'Eurobasket, avec une victoire contre la Finlande et les Pays-Bas, et une défaite de seulement 11 points face à la Serbie. Alors certes, une défaite, mais c'est Israël. On l'attendait nulle part dans la compétition. Ils sont pas allés beaucoup plus loin que ça, mais il faut dire que c'est quand même assez impressionnant de voir comment ce genre de profil peut porter une équipe aussi faible, entre guillemets. Et l'autre joueur que j'ai un petit peu teasé, c'est Lauri Markkanen. Pour le coup, c'est un joueur NBA à 30 minutes par match. C'est un joueur qui est assez intéressant, qu'on a vu notamment avec Cleveland cette saison, plutôt bon, autour des 15 points de moyenne. Mais en Eurobasket, c'est une autre paire de manches. C'est vraiment un joueur incroyable. C'est-à-dire qu'en 27 minutes, puisque les temps de jeu sont restreints en modèle FIBA, il met 25 points par match, 7,5 rebonds, à 53,5% à 2 points et 42% à 3 points. Donc c'est des stats qui sont juste merveilleuses. Et typiquement, en ouverture face à Israël, il nous a mis une performance de 33 points, 12 rebonds. Ensuite, face à la République tchèque, pour son avant-dernier match, c'est 34 points et 10 rebonds. Clairement, c'est le genre de joueur qui, en NBA, n'est qu'un role-player. Mais là, on le voit tout de suite dans l'Eurobasket. Et juste, il est merveilleux. C'est un mec de 2,16 m. Alors en NBA, c'est grand, mais pas tant que ça. En Eurobasket, c'est immense. C'est un joueur qui est adroit. Et par rapport à sa taille, en fait, ça lui donne un avantage assez énorme. Et quand on le voit sur le terrain, c'est juste impressionnant. C'est un mec qui est rapide, qui sait poser le ballon. C'est juste impressionnant. Et on se dit, Lauri Markkanen, version FIBA et version Eurobasket, on aimerait l'avoir toute l'année. Et c'est vraiment le genre de joueur qui est sublimé dans ce modèle de jeu parce qu'il a un avantage physique et technique sur ses adversaires assez impressionnant. Et clairement, on passe d'un role player à, comme disait Teddy, un franchise player ou en l'occurrence un nation player. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Et c'est assez appréciable. Ouais, c'est clair que c'est toujours, toujours cool de redécouvrir un peu ces joueurs qu'on a moins l'habitude de suivre en NBA et bah, qu'on n'attend pas forcément parfait tout au long de la saison. Et là, de les revoir vraiment sur le devant de la scène en FIBA et sur l'Eurobasket, c'est toujours sympa. Moi, je trouve, j'aime bien en tout cas. Les gars, maintenant, on va se poser une question un petit peu plus technique. Je me tourne vers toi, Teddy, pour commencer. Euh, Qu'est-ce qui explique, comment on peut expliquer que les joueurs NBA surdominent autant cet Eurobasket et plus généralement les compétitions FIBA? Bah, je pense que la réponse, enfin, il y a plusieurs types de réponses possibles. Déjà, le fait est que ce genre de performance justement de ces joueurs, de ces NBAers à l'Eurobasket, ça prouve bien, peu importe la classe qu'a le NBA dans la NBA, bah, c'est des joueurs en fait, c'est des joueurs individuellement beaucoup plus forts que certains joueurs, certains meilleurs joueurs d'Euroleague. Enfin, faut pas se le cacher, et surtout quand on voit maintenant le nombre d'internationaux qui chaque année arrivent en NBA, voilà. Il y a quelques années, Luka Doncic, c'était le prospect européen, et encore c'était il y a pas si longtemps, et je pourrais remonter plus loin et voir que la liste se réduit des joueurs européens qui vont justement en NBA. Déjà, quand Luka est arrivé, c'était différent, mais pour lui, c'était le prospect européen. Et puis, du coup, ça a mis la lumière sur lui, évidemment. Mais depuis, il y en a eu encore plein d'autres qui sont arrivés au début du premier tour, cours du premier tour, second tour, etc. Et qui jouent en NBA, ou en tout cas qui sont pris parce qu'ils ont un rôle particulier, parce que on voit très bien quand ils jouent très jeunes en Europe qu'ils ont des qualités offensives ou défensives certaines, que c'est des vrais athlètes, et on les prend. Et malheureusement, avec tous les bons joueurs individuels et tous les Américains aussi qui sont en NBA qui performent, c'est difficile, un peu plus difficile de faire leur place. Et puis de toute manière, quand on voit aussi comment fonctionne la NBA aujourd'hui, on voit que les role players ou les joueurs à moindre temps de jeu, il y en a vraiment énormément. C'est difficile de combattre une certaine hiérarchie en NBA par rapport aux franchise players bien installés. On voit déjà qu'il y a de plus en plus d'Européens, d'internationaux qui deviennent franchise players. Donc ça prouve aussi que, évidemment, ces joueurs-là aussi sont très très bons. Juste avant de passer la parole à Ben, ce qui est aussi intéressant de voir sur cet Eurobasket, c'est qu'il y a beaucoup de matchs. Par exemple, toutes les équipes en fait ont joué 5 matchs en 7 jours. Donc un petit peu un format avec des back-to-back à la ligue, enfin à la forme, à la sauce NBA si je puis dire.
Et donc ça explique aussi des matchs, des back-to-back de voilà. Tout à l'heure j'étais Bojan Bogdanovic qui en 2 matchs en 3 jours réussi à faire 2 perfs à 27 points. Qui s'il fait ça en NBA évidemment on le salue, mais il en a déjà fait des perfs comme ça. Et du coup tout de suite ça se voit un peu plus parce que là c'est lui qui porte la gonfle à chaque fois sur les 2 matchs. Donc c'est un format de game qui correspond beaucoup plus, en tout cas de compétition qui correspond beaucoup plus à ces joueurs NBA en FIBA, à la différence de parfois, là c'est quand même une compétition qui est rétrécie. Par exemple l'année dernière au JO c'était une compétition qui était aussi courte mais avec un peu plus d'écart entre les matchs, beaucoup moins de matchs en 2 semaines. Là ça colle parfaitement aux joueurs NBA, et puis il y a tellement de joueurs NBA aussi dans cette Eurobasket qu'ils ont les pleins pouvoirs et que ils jouent en fait contre des joueurs qui jouent aussi durant l'année, donc ça peut-être aussi ça les encourage à performer encore plus quoi. Toi, Benjamin, t'es plutôt de cet avis-là, on peut dire ce qu'on veut, avec tout le respect qu'on a pour l'Euroleague, pour tous les autres championnats nationaux, la NBA, ça reste un niveau au-dessus, et ça reste la meilleure ligue du monde, au final. Très clairement, je pense que ce qu'a dit sur le niveau des joueurs NBA, c'est complètement vrai. Les meilleurs joueurs individuels du monde sont en NBA, et il y a 2 raisons qui sont complètement logiques à ça. C'est que déjà, pour beaucoup de joueurs d'Europe, l'objectif c'est d'aller en NBA. La NBA paye tellement bien que c'est un choix facile. C'est-à-dire que quand en Euroleague, un gros contrat, ça va avoisiner peut-être les 2 millions, je parle d'énormes contrats, en NBA c'est quasiment le minimum. Donc évidemment, vu l'attraction financière, les plus gros joueurs, les meilleurs, ceux qui peuvent, vont en NBA. Donc il y a cette sélection-là qui est faite au niveau de l'Europe. Donc les joueurs qui viennent jouer l'Eurobasket depuis la NBA sont les meilleurs. Souvent, ils sont meilleurs physiquement, ils sont meilleurs athlétiquement. C'est vraiment les 2 caractéristiques principales. Mais même techniquement, ils sont souvent au-dessus. C'est-à-dire qu'ils peuvent poser le ballon, peu importe leur poste. Vu qu'ils sont plus grands, plus rapides, plus forts, plus explosifs, ils exploitent facilement les match-up adverses. Donc, logiquement, en fait, ils prennent le dessus. Moi, je prends un petit peu de l'équation dans l'autre sens que tu as dit, qui disait que justement, il y a beaucoup de joueurs NBA. Dans ce tournoi-là, il y a 33 joueurs NBA dans l'ensemble du tournoi. Parmi eux, il y a pas mal de rookies, de jeunes, etc. La grande majorité des joueurs ne sont pas des All-Stars. L'équipe de France a le record absolu de la compétition avec 4 All-Stars, donc ils sont très répartis. Il faut se dire que quand un joueur NBA va sur le parquet, pendant la majorité de la compétition, en fait, il va croiser des joueurs qui ne sont pas des joueurs NBA, et parfois pas des joueurs d'Euroleague. C'est-à-dire des joueurs qui sont vraiment plusieurs catégories en dessous. Et donc, quand ce type de joueurs, qui sont juste les meilleurs joueurs du monde, se collent à des joueurs qui sont pas au niveau de la NBA, peut-être même pas au niveau de l'Euroleague, ils ont un avantage qui est tellement immense, en fait, qu'ils ne peuvent que performer. Et le paradoxe de ce truc-là, enfin pas le paradoxe, mais ce qui amplifie ce phénomène, et ce que relevait Teddy à juste titre, c'est qu'une fois en NBA, en fait, les joueurs européens ont tendance à aussi beaucoup performer actuellement. Et c'est aussi parce que en NBA, il y a une meilleure formation physique, athlétique encore une fois, et donc un joueur qui est déjà supérieur à la base va le devenir encore plus en s'entraînant en NBA. Et donc quand il retourne en Europe, il est encore meilleur que quand il en est parti. Et les joueurs qui sont pris en NBA dominaient déjà l'Europe. Alors je vous laisse imaginer quand ils reviennent, ça donne des Luka Doncic, ça donne des Giannis Antetokounmpo, ou ça donne même des Lauri Markkanen, des Deni Avdija. Et peu importe, en fait, au final, on voit que les joueurs NBA sont plusieurs classes au-dessus des joueurs d'Europe. Et donc aujourd'hui, la domination, elle était attendue, elle est au rendez-vous, et ils ne nous ont pas déçus du tout. C'est vrai qu'on s'y attendait, et puis après, voilà, c'est aussi à mettre en corrélation avec le fait qu'aujourd'hui, même en NBA, on le voit avec les Yanis, les Jokic, les Doncic, c'est les joueurs européens qui dominent aujourd'hui la NBA, qui raflent les trophées de MVP. Donc c'est aussi à mettre en relation avec ça. En tout cas, cet Eurobasket, il est passionnant. On va suivre les phases finales avec grande attention. Puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos petits chouchous de cet Euro. On sera un plaisir de vous répondre. Lillard, long range three, and it's good! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément à nous développer. Et puis si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, checker les derniers épisodes qui sont sortis. On en a notamment fait un sur le trade de Donovan Mitchell aux Cavaliers. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.